Merci à tous d'être venus. Je suis content de voir qu'il y a du monde, même un jeudi à 15h30. Je vois qu'ils sont les plus vaillants, les plus passionnés encore. Et je vous remercie parce que c'est un sujet qui vous concerne tous aussi, et au-delà même de l'aspect de la cyber, vous tous en tant que citoyens. Puisque même si je suis censé avoir devant moi l'élite des responsables numériques, vous êtes obligés, comme tout le monde, de donner votre vraie identité à France Travail, à la FFF, aux mutuelles. Et puis quand il y a une cyberattaque, eh bien vos données, comme celles de tout le monde, finissent sur le web. Généralement, si tout va bien, vous êtes prévenus conformément aux règles de la CNIL. Maintenant, une fois que ces données sont dispersées dans un grand espace numérique, dans ce grand désordre, qu'est-ce qu'on fait? Les cybercriminels, ils savent parfaitement ce qu'ils vont faire. Vous, est-ce que vous avez le droit d'aller chercher vos propres données? Est-ce qu'un acteur public va lui-même faire l'effort de fouiller un peu? Est-ce qu'un acteur privé, et il y en a ici beaucoup dans ce salon, iront eux-mêmes fouiller dans ces données qui sont a priori illégales? Et bien, on va voir que les limites sont pas très clair, et aujourd'hui on a 4 expertes qui eux sont confrontés au quotidien à ces fuites de données. Je laisse chacun de vous se présenter. On peut commencer par Odile, on commence par la droite. Bonjour, Odile Dutil, directrice cybersécurité pour le groupe Caisse des dépôts. Et donc moi j'interviens dans cette table ronde plutôt pour vous faire un retour d'expérience sur l'exploitation qui peut être faite des données à caractère personnel. Bonjour à toutes et tous, Gaston Gautrenaud, j'appartiens au service de l'expertise technologique de la CNIL où j'ai notamment en charge des sujets régaliens, police, justice, gendarmerie et tout ce qui est financier. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc je suis Pierre Craponne, je suis avocat associé du cabinet Choiset Associés, qui est un cabinet spécialisé en droit des assurances, et je gère le département protection des données, cyber-risque, cyberassurance, ce qui me permet d'avoir à la fois la tête juridique de cette table ronde et puis aussi l'aspect assurantiel. Et je suis également responsable juridique de Quorum Securnum, qui est un consortium de sociétés spécialisées dans la cybersécurité et membre de Numéum. Bonjour à tous, je m'appelle Baptiste Robert, donc je me suis fait connaître comme hacker éthique, et aujourd'hui j'ai fondé il y a 4 ans une société qui s'appelle Predictalab, où on fait au quotidien des outils liés à l'OSINT, l'Open Source Intelligence, et où on propose également des services. Et comme l'a très bien dit Bogdan, la question du jour est une question fondamentale de notre côté sur notamment la réalisation de produits, mais aussi notre capacité à innover et à se mettre au niveau mondial par rapport aux autres acteurs. Merci à chacun. Je vais reprendre directement ma petite intro, et je me sens assez chanceux d'avoir un représentant de la CNIL aujourd'hui, puisque Gaston, je m'adresse à vous. Aujourd'hui, est-ce que dans votre travail, vous estimez qu'il y a, c'est devenu tellement flou, il y a un tel désordre, il y a tellement de données qu'on n'arrive plus clairement à voir quelles sont les limites pour travailler avec ces fuites? Merci de votre question, Bogdan. Alors pour remettre dans le contexte, en fait, déjà dire une chose, et le nom de votre média le confirme, on est dans un temps où la numérisation est importante, le télétravail, l'hyperconnectivité, et puis un monde où au niveau des réseaux des entreprises, on a quand même des ouvertures à l'extérieur, de par le télétravail, mais aussi les filiales, et donc la connectivité qui est très ouverte. Donc pour reprendre des images d'Épinal de la cybersécurité, c'est vrai qu'on n'est plus dans la notion de château fort, on est vraiment dans des systèmes qui sont extrêmement ouverts. Et puis on a en effet, vous l'avez évoqué, pour contextualiser ces éléments, un crime organisé qui est de plus en plus professionnalisé, et néanmoins on l'a constaté récemment sur les dernières violations de données, des capacités aussi à titre individuel, du fait de la mise à disposition des outils, d'accéder à ces données, et avec les préjudices qu'on peut imaginer pour les personnes concernées. Donc je pense que ce qu'il faut déjà, c'est prendre conscience de la réalité de ces enjeux de cybersécurité. Il y a quand même
même beaucoup d'entreprises aujourd'hui, et même en tant qu'utilisateur, en tant que client, en tant que citoyen, on a une approche qui consiste à considérer que finalement ces enjeux de cybersécurité ne sont pas liés à nos enjeux métiers dans l'entreprise, ou qui ne sont pas liés, où on ne sera pas impacté au niveau personnel. Donc ça, je pense que c'est des choses qu'il faut dépasser désormais, prendre conscience qu'on est tous impliqués, impactés, et qu'on doit tous prendre en considération ces enjeux-là. Et puis après, comme disait Marie-Laure Denis, la présidente de la CNIL avant-hier en ouverture du FIC, de faire de la cybersécurité une cause nationale pour permettre justement une approche plus réaliste et plus large autour de ces enjeux-là. Donc je pense qu'aujourd'hui, il n'est pas temps de la crainte, il est juste le temps du constat, de réagir, et puis on voit bien dans le temps que la maturité des entreprises évolue, que la maturité de la prise en compte des enjeux de cybersécurité évolue, mais quand on n'est pas encore au niveau suffisant, parce que l'évolution de la menace, elle, va grandissante également. Alors si je ne me trompe pas, la CNIL a mis en ligne un guide. Est-ce que ce guide a peut-être vocation à poser un cadre juridique à tout ça ? Alors il y a différents éléments, mais en fait il y a la publication notamment qui arrive fin avril d'un guide autour de la réutilisation des données à caractère personnel. Ça c'est un premier élément qui est très important dans le cas des usages de l'OSINT, donc de l'Open Source Intelligence, de la recherche d'informations sur source ouverte. Un guide qui a pour but justement de remettre en corrélation et en perspective en fait l'ouverture, l'open data et la réutilisation des données sur Internet avec les enjeux de protection des données. Et puis on a des publications aussi autour du RIFI, donc la recherche sur Internet de fuite d'informations, qui est le sujet de la table ronde aujourd'hui, qu'on a édité début 2022 pour essayer d'encadrer un modèle d'OSINT spécifique pour permettre aux entreprises post-violation d'être en capacité justement pour limiter les impacts pour les personnes concernées, d'utiliser ces outils de façon intelligente, périmétrée et raisonnée pour être en capacité justement de pouvoir, suite à ces violations, réagir au mieux. Pierre, en fait, tu me disais qu'il n'y avait pas souvent des avocats en plus ici, et alors même qu'on est confronté à plein de questions juridiques, à plein de questions pénales. On va rentrer un peu dans le dur avec toi, parce que c'est d'abord à un avocat qu'on a envie de poser aussi la question. Concrètement, que dit la loi actuelle et quel est le cadre juridique avec lequel tu travailles ? Alors quand on me pose cette question sur ce type de sujet, j'essaye d'éviter de lire les articles du code pénal, du code civil. Mais là pour le coup, je peux le faire, puisqu'on a globalement 4 articles du code pénal qui encadrent, je vais utiliser ce mot, mais vous allez vite comprendre que finalement le cadre est assez mince. On a finalement 3 articles qui nous viennent de la loi Godefrein, les articles 323, 1, 2 et 3, qui visent des sanctions pénales pour le fait d'accéder, se maintenir frauduleusement dans un système de traitement automatique de données, entraver, fausser le fonctionnement d'un tel système, s'introduire frauduleusement dans le système, introduire des données, modifier les données. Donc on vise finalement une atteinte portée à un système de traitement automatisé. Donc on est déjà dans un cadre assez restreint. Et on a un 4e texte qui est l'article 226-18, toujours du code pénal, qui sanctionne le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal, illicite. Donc là encore, on ne vise que les données à caractère personnel et avec des références à des termes plutôt génériques, la fraude, la déloyauté, l'illicéité. Donc finalement, pour répondre à la question, que dit la loi ? La loi ne dit pas grand-chose. Et donc quel est le cadre ? On doit se rattacher à d'autres concepts qui existent. Donc on se rattache à l'escroquerie, à l'usurpation d'identité lorsque c'est le cas, au vol, au recel éventuellement. Et finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que ces textes n'ont manifestement pas été pensés pour ces problématiques digitales, ces problématiques cyber, donc ils sont mal adaptés. Donc le texte déjà, on force un petit peu pour rentrer dans les
les clous. Et derrière, quand on se retrouve devant une juridiction, devant un magistrat, bah là aussi, il faut lui faire comprendre que le vol, même s'il n'y a pas eu effraction, même si la propriété des données, c'est une notion un petit peu floue, bah, le recel peut exister. Quand on détient des données qu'on a obtenues illicitement, c'est une forme de recel. Mais tout ça pour vous dire que le cadre légal ne nous permet pas forcément d'avoir de la visibilité sur ces problématiques. Maintenant, sur le sujet de l'utilisation finalement des données qui ont été obtenues de manière illicite, bah là aussi, donc je vous parlais des sanctions pénales. En général, ce qu'un client attend, nous, quand il vient nous voir, c'est une indemnisation. Et ça, on ne l'obtient pas par le pénal, on l'obtient par le civil. Et par le civil, bah là aussi, on va se rattacher à des concepts très génériques. On va utiliser de la concurrence déloyale en disant que l'adversaire qui utilise des données qu'il a obtenues de manière illicite, bah, il a un avantage sur nous. Donc on va essayer de se rattacher à ça. Et là, on se confronte à un nouveau problème qu'on évoquera au long de cette table ronde, qui est le problème de la preuve. Prouver que l'adversaire a obtenu des données de manière illicite. Prouver que ces données ont potentiellement été modifiées. Ou à contrario, prouver que les données sont bien les véritables données. Et tous ces éléments-là, on peut faire appel à des experts, bien évidemment, mais, et ça rejoint un petit peu la suite de ce qu'on évoquera, on est confronté à des situations où tout le monde ne parle pas la même langue. L'expert technique va essayer d'expliquer à notre client dans un premier temps quelle est la situation. Le client ne va pas forcément très bien comprendre. Il va nous retranscrire la version qu'il a à peu près compris, à nous avocats, et nous on va devoir convaincre un magistrat sur la base de ces éléments-là. Sachant qu'entre-temps, on a un adversaire qui a son client, qui lui a donné sa propre version, qu'il a interprété et qu'il va aussi présenter au magistrat. Donc on arrive dans des situations à la fin où la décision, je ne serais pas jusqu'à dire que c'est du pile ou face, mais pas loin. On est véritablement dans un aléa judiciaire avec un cadre qui ne nous permet pas finalement d'atteindre nos objectifs. Alors si on se projette un petit peu sur qu'est-ce qu'on pourrait attendre de ce cadre légal, on pourrait se dire finalement le législateur pourrait s'emparer du sujet, mais là aussi c'est pas une mince affaire pour le législateur, puisque dès lors que la loi va être trop spéciale, et c'est ce que j'évoquais en introduction avec les articles du code pénal, lorsque la loi est trop spéciale, il y a peu de situations qui vont nous permettre de rentrer dedans. Mais quand elle est trop générique, finalement on va pas pouvoir atteindre nos objectifs, que ce soit sur la sanction d'une personne, que ce soit sur l'indemnisation qu'on va pouvoir rechercher, sachant que le législateur est également contraint, bien évidemment, par les intérêts qui doivent être préservés. Et j'en veux pour preuve les récentes évolutions en matière d'assurance sur l'obligation de porter plainte pour obtenir une indemnisation en termes de ransomware. Ah, là aussi, c'est finalement une goutte d'eau dans l'océan, parce qu'on est sur un cas très particulier, l'attaque par ransomware, le paiement de la rançon. On oblige à porter plainte. On oblige également, via le RGPD, à déclarer à la CNIL la violation de données. Et finalement, est-ce que nos clients, obtiennent gain de cause à la fin? Pas forcément. Ils nous disent on a beaucoup de déclarations à faire, beaucoup d'obligations. Nous, ce qu'on voit, c'est que nos données sont perdues, les données de nos clients sont perdues, et on ne sait pas comment les récupérer, et surtout comment récupérer la confiance de nos clients. Ça, c'est un élément qui est fondamental sur ce cadre-là. Merci Pierre. Odile, à la Caisse des dépôts aussi, vous rencontrez des situations assez complexes où vous êtes confronté à des partenaires, à des personnes qui elles-mêmes sont confrontées à ces fuites de données. Oui, tout à fait, Bogdan. Alors, juste pour vous expliquer le contexte, en fait, à la Caisse des dépôts, on manipule des données sensibles, voire très sensibles. On a deux métiers, hein. Le bancaire, donc investisseur-prêteur, mais on a aussi un métier qui est un peu moins connu, la direction des politiques sociales, le paiement des retraites. Et dedans, on opère aussi, sous mandat de l'État, la plateforme Mon compte formation. Donc, ce qui veut dire que dans la salle, on est tous concernés. Ce qui veut dire qu'on manipule des données comme les numéros de sécurité sociale, nom, prénom, adresse mail, éventuellement adresse postale. Donc vous comprenez bien que ces données à caractère personnel, on les protège et on a un enjeu sur la fuite de données, évidemment pour l'éviter. Et on en parlera peut-être après. On a aussi un enjeu quand il y a une fuite de données dans des organismes, par exemple fuite de données chez France Travail, hein, puisque ça vient de sortir, 43 millions de personnes concernées, 20 ans de profondeur. Donc forcément, là, on a des données sensibles, nom, prénom, adresse mail, adresse postale, numéro de sécurité sociale, etc. La question est, quand on a ces données-là, quand un hacker a ces données-là, qu'est-ce qu'il peut faire avec ?
En fait, c'est très simple. Il peut se connecter à France Connect et là, avoir accès au service public. Et dans le service public, il y a mon compte formation. Et donc là, on peut avoir des usurpations d'identité, on peut avoir effectivement des fraudes, on peut avoir des organismes de formation qui montent des formations et des faux formés qui s'inscrivent à ces fausses formations. Et là, on sent qu'on a tout un système qui vient se mettre en place. Et donc, par effet rebond, on a une situation finalement assez complexe où par effet rebond, on est victime quelque part collatérale aussi de ces fuites de données qui ont lieu finalement dans un autre organisme auquel on n'est pas lié directement. Et je crois que vous rencontrez des incompréhensions face aux magistrats dans le cadre juridique, dans ces situations-là en particulier. Oui, pour rejoindre un petit peu ce que disait Pierre, quand on est face aux magistrats, c'est vrai que déjà il y a engorgement. Au niveau du J3 par exemple, il y a énormément de dossiers à traiter. Donc quand on porte plainte, ça peut prendre un petit peu de temps, c'est normal. Après, nous, les données qu'on remonte en tant qu'établissement public sont des données techniques. Comment prouver finalement qu'un organisme est fraudeur et qu'il y a pour complicité en fait des faux inscrits? On regarde les adresses IP, tout simplement, et puis si l'adresse IP correspond, là on se rend compte qu'effectivement c'est certainement un cas de fraude, une suspicion, un schéma de fraude, comme on dit dans notre métier. Mais ça, c'est des données qui sont finalement assez difficiles à appréhender. Je comprends bien que ce n'est pas le métier d'un magistrat. Et donc, on s'est rendu compte que selon finalement les magistrats auxquels on s'adresse, on peut avoir des jugements, quelquefois à la fin, des verdicts qui sont assez différents. Donc, on porte plainte à Paris, on peut être débouté. Si on porte plainte à Montpellier, notre dossier peut passer. Donc, c'est pas peut-être aussi noir ou blanc que ce qu'évoquait Pierre. Donc, il y a un jugement différent. C'est vrai que ça peut dépendre un petit peu aussi du magistrat en face duquel on est, et s'il est plus ou moins sensibilisé en fait. Il y a un jugement différent en fonction des régions même. Ça peut arriver. Alors c'est pas systématique, et évidemment c'est pas aussi manichéen que ça, mais c'est vrai qu'il y a une vraie difficulté pour nous en tant qu'entreprise finalement, à savoir quel est le niveau de preuve qu'on peut apporter, la validité de la preuve, et quand on dépose un dossier, c'est vrai qu'en interne on a toute une discussion pour savoir quel est le niveau si notre preuve est licite ou pas finalement. Je crois que Pierre, tu te retrouves aussi face à des situations un peu cocasses aussi. Oui, absolument, parce que alors je l'évoquais déjà tout à l'heure, on a un double problème, déjà, j'allais dire presque organisationnel dans le système judiciaire. Le premier, c'est celui de l'engorgement des juridictions, qui est réel pour toutes les juridictions, a fortiori dans le domaine pénal, ce qui fait que, de fait, un magistrat a peu de temps à consacrer à un dossier. C'est une réalité. Donc après, c'est notre travail d'avocat d'aller à l'essentiel, de le convaincre, de mettre en avant les éléments forts du dossier. Mais c'est vrai que quand on a des dossiers complexes, techniques, très techniques, on a cette limite qui est compliquée. Quand on arrive en audience et que on a un dossier qui fait 130 pièces, on a des conclusions 80-90 pages, que le magistrat nous dit merci de plaider par observation, on comprend qu'il ne faut pas que ça dure plus de 10 minutes. Et on sait que ça va être compliqué. Donc ça, après, c'est effectivement notre travail. Ça, c'est, j'allais dire, la première difficulté, c'est cet engorgement des juridictions. Alors, on peut envisager de recourir à ce qu'on appelle les MARL, les modes alternatifs de règlement des litiges, médiation, arbitrage, mais qui ont aussi leurs limites, parce que la médiation, elle est intéressante quand on a toutes les parties autour de la table. Or là, en l'occurrence, quand on a un pirate, par définition, il n'est pas dans la cause, mais il n'y sera jamais, parce qu'on n'arrivera jamais à le retrouver. Donc on doit arbitrer entre un assureur, un organisme public, plusieurs responsables éventuellement. On va faire appel aux prestataires qui n'ont pas forcément mis les bons niveaux de sécurité. On va essayer de trouver des solutions. On peut recourir à l'arbitrage, qui pour le coup a plutôt des bons résultats, mais qui est très onéreux, qui a l'avantage de maintenir un niveau de confidentialité. C'est un enjeu aussi. Aller au contentieux, ça veut dire s'exposer. Ça veut dire exposer que notre système a été atteint, exposer qu'on n'a peut-être pas forcément été au summum de la sécurité. Donc l'arbitrage peut être une solution, mais pour des structures pas forcément énormes, l'arbitrage, ça a un réel coût. Donc là aussi, on atteint les limites du système.
Le deuxième point, et ça rejoint ce que je disais, c'est un véritable manque de spécialisation et à tous les niveaux. Pas uniquement au niveau des magistrats. Les magistrats sont pas fautifs, mais on a peu d'avocats spécialisés, on a peu de clients même qui comprennent réellement les problématiques, donc qui nous amènent les éléments qu'ils peuvent nous amener. Et effectivement, incompréhension sur incompréhension, on arrive à ce que je disais tout à l'heure, à cet aléa qui est assez énorme. Et effectivement, on peut avoir des décisions, même au sein d'une même juridiction, parfois qui peuvent varier parce que les éléments du dossier varient un peu. On est sur un système en France qui est très éloigné des systèmes anglo-saxons, on n'a pas de logique du précédent. Donc les décisions restent aléatoires en fonction des faits du dossier. Et la manière dont les faits sont présentés, finalement, impacte grandement les décisions qui sont rendues. J'ajouterais à ça la logique que j'évoquais tout à l'heure, la finalité finalement du contentieux. Quand on se tourne vers les juridictions pénales, qu'on appelle les juridictions répressives, on va chercher à sanctionner un coupable. Or là, le coupable, comme je vous le disais tout à l'heure, on l'a pas. Donc on peut aller sur du pénal, mais on obtiendra rarement gain de cause. En tout cas, on n'atteindra pas l'objectif que le client nous pose, qui est de récupérer finalement ce qu'il a perdu. Pour récupérer ce qu'on a perdu, ça s'appelle la logique indemnitaire, et ça on va la chercher au civil. Mais là encore, au civil, on peut obtenir un petit peu d'indemnisation, mais là où on a un vrai manque de maturité sur le marché, en tout cas sur les opérateurs commerciaux, c'est qu'ils n'ont pas conscience des préjudices qu'ils vont subir. Les pertes d'exploitation, on comprend qu'on va les perdre, on comprend que si on est assuré, on va pouvoir en obtenir au moins une partie. Les frais qu'on va engager, on comprend que ça va coûter de l'argent. Par contre, les clients qui sont partis, personne ne les ramènera. L'image de la société, personne ne la redorera. Alors on peut communiquer, on peut faire ce qu'on peut pour redorer l'image d'une société, mais ça pour le coup, c'est pas a posteriori qu'on pourra récupérer ces éléments-là. Donc sur ces points, pour travailler pas mal sur la cyberassurance, là aussi, la cyberassurance, elle est utile, mais elle est pour moi plutôt un vecteur, j'allais dire, de conformité, et ça c'est vraiment le point qui est fondamental pour anticiper ces sujets sur les fuites de données, les pertes de données et l'utilisation qui est faite de ces données-là. C'est véritablement anticiper ces sujets-là et pas raisonner uniquement en termes financiers. Baptiste, je vois que tu es venu sans texte parce que je sais que tu as un avis très clair dessus, et puis c'est même 3 jours de FIC surtout. Oui. Donc tu es bien inspiré, et c'est même toi qui as inspiré cette table ronde, parce que je t'ai vu beaucoup débattre dans les couloirs avec des entreprises qui sont concernées. Donc toi, tu travailles avec de l'OSINT, donc avec des données, mais si je me trompe pas, tu te refuses de travailler avec des données qui seraient balancées de manière illégale sur le web. Alors, déjà, je voulais vous remercier, avant de répondre à la question, je voulais vous remercier d'être là. C'est 3 jours, le FIC, c'est éprouvant, c'est intéressant, mais être là à 16h et parler droit, c'est pas forcément le meilleur moment, mais merci à vous d'être là. Effectivement, le sujet du traitement des fuites de données dans le cadre de l'OSINT, de l'Open Source Intelligence, c'est un vrai sujet. Et c'est un sujet qui est fondamental pour beaucoup d'entre nous. Et effectivement, comme l'a dit Bogdan, c'est autour d'une bière, autour d'un verre, Dieu sait si on en a bu quelques-uns ces 3 derniers jours, c'est un de mes sujets préférés. Est-ce qu'on a le droit, est-ce que l'on doit, est-ce que l'on peut traiter ces fuites de données-là ? Le sujet est éminemment complexe, on l'a vu à travers les interventions précédentes. Il y a un cadre juridique qui est particulier en France, qui n'est pas forcément adapté, comme on l'a dit. La première des choses, et aujourd'hui si on s'en tient, alors je ne suis pas avocat, mais j'ai un bon avocat, qui m'a dit, c'est assez simple, les fuites de données, ça a été volé. Littéralement, il y a eu un hack, un piratage d'un site internet, d'un service quel qu'il soit. Donc, le fruit de ce hack, c'est du matériel volé. Et si toi, tu fais du commerce à partir de ce matériel volé, ça a un nom, c'est du recel. Donc, tu peux jouer si tu as envie, il y a peut-être une tolérance, il y a peut-être personne qui regarde, il y a peut-être un cadre qui n'est pas compris aujourd'hui, on l'a vu, ou pas adapté, ou le niveau n'est pas encore grand, mais c'est toi et ta chance. J'ai jamais eu trop de chance, donc je vais pas jouer.
Et mon point, il est qu'aujourd'hui, pour une entreprise française, Predictalab, on a une entreprise française basée en France avec des intérêts français, nous n'avons pas le droit d'utiliser les fuites de données, si on s'en tient stricto sensus à ce qui se fait aujourd'hui. C'est pas forcément le choix qui est fait par tous. Certains sont plus ou moins publics sur la question, mais dans le secteur de l'OSINT et dans le secteur plus largement de la threat intelligence ou de la cyber, on a aujourd'hui des entreprises qui, quotidiennement, vont embarquer des fuites de données dans leurs services, en le disant, en faisant de la publicité, ou pas. Et il y a une vraie raison à ça. Il y a une vraie raison qui est que les fuites de données, c'est extrêmement utile dans nos métiers. C'est fondamental et parfois ça amène ce qu'on appelle, si vous étiez là mardi, je perds mes jours, si vous étiez là mardi à la journée OSINT, on a beaucoup parlé de pivot, de la notion de pivot. Quand on fait une investigation, on va tourner en rond très très longtemps, on va trouver la donnée qui va nous permettre de passer de l'autre côté et d'avancer petit à petit dans notre enquête. Et c'est ce qu'on appelle un pivot. Et les fuites de données, très souvent, sont un pivot assez formidable. C'est un pivot assez formidable dont on peut se passer, évidemment, mais on va louper des choses. Et Dieu sait si notre métier est déjà un peu compliqué sur le principe. La question, elle est de dire, effectivement, les régulations existantes, notamment pour protéger la vie privée des gens, sont extrêmement importantes. Cependant, on a quand même une mission particulière. Il y a des gens dont c'est le métier, donc les autorités, les services de renseignement, qui ont une casquette, un uniforme, une mission qui leur a été donnée. La mission de sécuriser notre pays. On le voit aujourd'hui à travers les différentes menaces, le niveau de menace qui monte. On voit qu'il y a une utilité. Ce monde est hostile. Et qu'on le veuille ou pas, on n'a pas à choisir, le monde est hostile. L'utilisation de ces fuites de données peut être extrêmement pratique sur du concret. C'est-à-dire on n'est pas en train de philosopher, intellectualiser. À la fin, on arrête le méchant. À la fin, on peut potentiellement éviter des actes atroces. On comprend la question des libertés individuelles, de la vie privée. La question, elle est, et c'est une question aussi industrielle, si nous, on ne le fait pas, si moi, entreprise française, je n'ai pas le droit de le faire, si moi, entreprise française avec des valeurs françaises qui souhaite et qui a fondé une société qui est 100% basée sur l'éthique, qui veut protéger justement et faire respecter les valeurs françaises, si moi je ne le fais pas, d'autres le feront. Et il n'y a pas besoin d'aller très loin, hein, vous descendez l'escalier, il y en a des sociétés étrangères ici. Il y en a des sociétés étrangères qui ont ces fuites de données-là. Et il y en a des sociétés étrangères qui vendent au service de l'État français. Alors la question, elle est de dire, d'accord, c'est compliqué. D'accord, on a notre culture, on a nos valeurs, et elles sont très importantes et il faut qu'on les fasse respecter. On ne peut pas donner les clés d'outils extrêmement puissants à n'importe qui sans avoir aucun contrôle. Et ça, on est tous d'accord là-dessus. Cependant, si nous, on ne le fait pas, d'autres le feront pour nous. Et quand on est américain, quand on est israélien, quand on est russe, on n'a pas forcément les mêmes valeurs. Je ne dis pas que c'est mieux ou moins bien, c'est pas la question, il n'y a pas de jugement. C'est-à-dire qu'on n'a pas la même culture, on n'a pas les mêmes valeurs et on n'a surtout pas les mêmes intérêts stratégiques ni géopolitiques. Donc quand on a un État français à différents niveaux, quand on a des entreprises françaises qui vont utiliser des produits qui ne sont pas français, qui vont mettre de la donnée à l'extérieur, on a un enjeu national. Et toute la problématique, elle est de dire, bon, comment on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? À un moment donné, est-ce qu'on avance ? Est-ce qu'on philosophe ? Comment on fait le produit de demain ? Comment on fait cet outil puissant français qui permettra de rayonner aussi à l'extérieur ? Qui permettra, nous aussi, d'avoir notre Palantir à la française, qui nous permettra de faire du soft power technologique. Et demain, si on arrive à créer un cadre réglementaire, juridique, qui permet aux petites sociétés françaises comme la mienne d'innover, de rattraper le retard qu'on a déjà, parce qu'on a déjà énormément de retard technologique, alors on pourra créer, peut-être pas forcément des champions, peut-être pas forcément le Palantir français, je prends ça mais je pourrais prendre un autre, mais on pourra créer des boîtes qui vont avoir des outils intéressants, performants, et qui vont pouvoir capables de s'exporter et de faire briller la France. Et aussi
de protéger la France. Ça paraît être des grands mots, ça paraît être c'est très lyrique, je suis en forme enfin, en fin de FIC, mais la question, elle est vraiment fondamentale et extrêmement importante. Et je vais en finir là-dessus. On a, et je décris souvent mon métier comme ça, c'est une ligne de crête. On a d'un côté la nécessité de protéger la vie privée de nos concitoyens. C'est une valeur fondamentale française et on doit en être fier. On a de l'autre côté la nécessité d'assurer la sécurité de la nation. Et pour ça, on a besoin d'outils. On a besoin d'outils et qui sont sur cette ligne de crête, ou qui vont protéger la vie privée de nos concitoyens, mais qui en même temps vont permettre aux personnes qui nous protègent tous les jours de faire leur métier, et de faire leur métier correctement, sans abus, et avec des outils qui intègrent de base notre culture et nos valeurs. Et ça, c'est extrêmement important. Si nous, on n'emprunte pas cette ligne de crête, d'autres le feront pour nous sans aucun problème. La question, c'est de dire, est-ce qu'on a envie d'y aller? Est-ce qu'on a envie d'avancer tous ensemble? Ou est-ce que, encore une fois, sur ce sujet-là, on va laisser regarder les autres avancer? Eh bien, j'espère qu'il y a un législateur dans la salle. Je crois qu'il y a Éric Botorel, d'ailleurs, le député, qui parle parallèlement dans une autre salle. Gaston, Baptiste l'a dit, il y a des entreprises américaines, enfin étrangères, on peut toutes les citer, israéliennes, russes, chinoises, comme ça on rate personne, et françaises qui travaillent aussi avec des données dont on ne connaît pas directement la provenance. Comment vous, à la CNIL, vous travaillez avec ça et c'est quoi le cadre? Est-ce qu'il faut vous prévenir? Est-ce que vous prenez vous-même l'initiative? Merci Baptiste, merci Bogdan. Oui, c'est très intéressant et en effet, c'est difficile d'y répondre en quelques minutes parce que les enjeux sont divers et variés avec des échelles, des approches et des responsabilités qui sont très différentes. D'ailleurs, c'est la notion du RGPD que d'aborder tous ces sujets-là avec une approche par les risques, c'est-à-dire de contextualiser. Évidemment, la première question, c'est quel est le type d'entreprise qui va mettre en œuvre ce service-là. C'est pour ça qu'on a essayé de périmétrer l'OSINT dans un cadre spécifique qui est celui de la RIFI, en essayant d'aborder le sujet sur une tentative de réponse malgré le contexte législatif aujourd'hui, pour permettre aux entreprises aujourd'hui, du fait des fuites de données, d'utiliser ces outils-là de façon bienveillante, intelligente et contextualisée aux besoins de l'entreprise avec des données dont elle est propriétaire et qui ont été susceptibles d'avoir fuité. Donc en fait, on ne va pas chercher tout et n'importe quoi, on ne va pas chercher des choses qui ne nous concernent pas, on va chercher à voir si des données qui nous concernent, qui nous appartiennent en tant qu'entrepreneurs, sont des données de nos clients, de nos usagers au niveau étatique, qui sont partis dans la nature suite à une violation. Donc cette contextualisation, c'est un premier élément important. Le deuxième élément important, c'est, pour répondre à votre question, Bogdan, c'est la volonté de la CNIL qui a été notamment initiée au travers d'une consultation publique. Alors, il y a une consultation publique qui vient d'être lancée autour de l'authentification multifacteur, mais qui a été initiée au travers de travaux qu'on a lancés l'année dernière au FIC, des travaux de mise en conformité des solutions de sécurité. Le but pour nous, c'est de pouvoir interagir avec l'écosystème, tant côté offreur de solutions que côté utilisateur, responsable de traitement, qu'il soit privé ou public, pour voir quels sont les enjeux, prendre conscience justement des impératifs liés à l'usage de ces technologies pour limiter les menaces pour les personnes concernées, tout en ayant une approche quand même protectrice de la vie privée, et voir comment on pouvait d'une part sécuriser juridiquement les entreprises dans le contexte législatifs qui existent pour leur permettre de déployer intelligemment des solutions et de les utiliser de façon intelligente et protectrice de la vie privée, mais également pour essayer petit à petit d'orienter le marché dans une approche qui soit positive et qui permette d'aborder les sujets avec toujours avoir en tête cette protection des données. Donc tous les éléments que vous évoquiez, au-delà du contexte, sont en effet la façon dont on déploie ces solutions-là, comment on les utilise. Parce qu'une fois encore, l'OSINT, c'est extrêmement large.
et non seulement la technologie est extrêmement large, mais les pivots qu'on utilise ou les cibles sur lesquelles on va chercher les informations sont très vastes. Et ensuite, la façon et la finalité qui est la nôtre sont extrêmement larges également. Donc le but, c'est petit à petit, au travers des interactions avec l'écosystème, tant technologique que celui des responsables de traitement, à travers des échanges qu'on a aussi avec tout un tas de corps d'État qui sont en charge justement sur des niveaux différents de responsabilité sur les différents sujets que vous évoquiez, Baptiste, de pouvoir justement se faire une idée, de tenter sur des périmètres spécifiques d'apporter des réponses. Mais comme Pierre l'évoquait précédemment, le contexte législatif est compliqué et parfois l'existence des règles se confronte et la solution n'est pas simple à trouver. La notion d'approche par finalité, qui est important dans la loi informatique et liberté du RGPD, est une chose qu'il faut avoir à l'esprit aussi, c'est-à-dire quand c'est une finalité de sécurité pour un périmètre particulier suite à une violation donnée, on ne va pas analyser les choses de la même façon qu'une entreprise d'OSINT qui va ratisser extrêmement large pour tout enregistrer, potentiellement voir plus tard s'il y a des données qui sont exploitables dedans ou autres, avec aucune légitimité, aucune finalité prédéfinie. Et là, évidemment, ça change complètement les enjeux. Donc, je pense qu'il y a, pour terminer, ce besoin d'avoir le sens des réalités, d'une part, parce qu'en effet, le contexte géopolitique est compliqué, c'est le moins qu'on puisse dire. Aussi d'avoir une compréhension tant des éléments juridiques que des éléments techniques, mais aussi et surtout des éléments métiers, c'est-à-dire quels sont les impératifs pour les entreprises dans le contexte dans lequel on est, et de voir comment on peut apporter les solutions. Évidemment, les solutions ne sont pas évidentes, les travaux sont longs, on aimerait tous que les réponses soient plus rapides, mais en tout cas, on a ces interactions-là, elles sont très importantes pour nous au niveau de l'écosystème, et elles permettent petit à petit d'avancer pour se positionner autour de ces solutions de sécurité. Merci. Pierre, est-ce que toi, tu as fait face à des clients qui justement n'avaient pas ce sens des réalités ou peut-être qui étaient peut-être de mauvaise foi, mais qui frôlaient avec les limites ? Alors, des clients de mauvaise foi, j'allais dire oui, on a forcément. C'est une des choses qu'on nous apprend à l'école d'avocat. Le pire ennemi de l'avocat, c'est son client. Et il faut en permanence, même si on est censé le défendre ses intérêts, mais pour défendre ses intérêts, il faut le connaître, son fonctionnement, même s'il n'est pas forcément dans les clous. On n'a pas de clients qui vont venir nous voir en nous disant « j'utilise uniquement des données illicites ». Personne ne nous le dit, jamais. On le comprend au fur et à mesure qu'on les suit, mais au début on ne le comprend pas. Je voudrais juste revenir, avant d'évoquer deux cas plutôt de typologie de clients, j'allais dire, qu'on identifie assez régulièrement, juste rebondir sur ce que disait Baptiste juste avant, sur le fait de prendre sa chance, une fois qu'on a conscience de la réglementation, de ce qui est interdit, de ce qui est autorisé. Alors moi je viens du monde de l'assurance, donc j'ai une vision un peu moins optimiste. On parle plutôt d'accepter son risque, ou de le reporter sur l'assureur, et c'est véritablement ça. Mais sauf que pour accepter son risque, pour gérer son risque, encore faut-il le connaître et avoir conscience de ce risque-là. Et c'est là que le bas blesse. Parce que justement sur les typologies de clients qu'on peut avoir qui sont confrontés à ces sujets, alors soit de fuite de données, soit d'utilisation de données obtenues de manière obscure, on va dire. La première typologie, c'est ce que j'identifie comme les entreprises inconscientes, pas au sens où elles vont prendre des risques, mais au sens où elles n'ont pas conscience du risque. Elles n'ont même pas conscience que le risque existe. Et ça, on en a énormément. Il y a quelques mois, j'ai un client courtier qui achète des leads, comme beaucoup de courtiers, qui m'appelle en me disant « mes fournisseurs de leads me disent que toutes les données de mes clients sont sur le dark web ». Je suis d'accord, on va mobiliser des experts, on va vérifier ce point-là. Effectivement, c'était le cas. Donc je commence à l'interroger un petit peu sur son niveau de sécurité. Il n'y avait aucune sécurité. Il avait installé son serveur 15 jours avant. Aucune mesure de sécurité n'avait été mise en place. Donc j'ai déjà félicité d'avoir tenu 15 jours pour commencer. Et sauf que derrière, donc j'ai commencé à lui expliquer qu'il fallait notifier à la CNIL, qu'il fallait notifier aux personnes. Il m'a dit non, ça m'arrange pas du tout, parce que j'ai un gros sommet avec tous mes clients juste après. Donc si on peut attendre 3-4 mois, ça m'arrange. Oui, sauf que le RGPD vous donne 72 heures, donc ça va être un petit peu compliqué. Donc là moi je suis dans mon rôle de conseil, donc je l'alerte lourdement, vivement sur ce qu'il doit faire. Après s'il veut pas le faire, il le fait pas, il accepte son risque, encore une fois.
même si le risque est très très lourd. Donc ça, c'est le premier point où ils n'ont pas conscience que le risque existe. Donc lui, il n'avait pas conscience que les données de ses clients pouvaient se retrouver en libre accès, même si c'est de manière illicite. Ensuite, il y a ceux qui n'ont pas conscience des conséquences qui vont être attachées à ça. Donc il nous parle de notification à la CNIL, très bien, je lui explique que c'est une obligation légale, il me dit d'accord, et après, si je ne le fais pas, elle ne le saura pas. Peut-être, mais si elle le sait, la sanction sera lourde. En plus de ça, il y a vos clients qui vont probablement générer des réclamations. Et le RGPD ouvre une action de groupe à ces clients-là. Alors certes, une atteinte au droit à l'image, ça ne va pas chiffrer énormément, ce sera peut-être 1 euro symbolique, mais 1 euro symbolique pour 10 000, 100 000, 1 million de personnes, ça fait 10 000, 100 000, 1 million d'euros. Donc ça commence à faire un petit peu plus de bruit pour un client. Sans compter tous les prestataires, les gens avec qui il va travailler, à qui il va devoir rendre des comptes également. Et tous ces éléments-là non plus, il n'en a pas conscience. Il ne sait même pas que ces conséquences vont exister. Donc là, on est dans un travail presque d'évangélisation avec ces clients-là, parce qu'il faut leur faire comprendre que le risque existe, les conséquences qu'il va y avoir, etc. Et à côté de ça, on a d'autres entreprises qui s'inscrivent, j'allais dire, dans un objectif un peu plus louable, mais qui sont un peu aveuglées par leur développement, par leurs innovations. Et quand on commence à leur parler de sécurité, elles vont quasiment toutes me parler de sécurité informatique, de sécurité opérationnelle, de sécurité technique. Quand je commence à évoquer le sujet de la sécurité juridique, alors on a soit ceux qui jouent à l'apprenti juriste, c'est oui, j'ai fait des contrats, très bien. Des contrats qui ne les protègent pas du tout, des contrats de sous-traitance où c'est eux qui portent toute la responsabilité, mais ils n'en ont pas conscience non plus, des contrats avec des limites de responsabilité, effectivement, de sous-traitants qui ont un petit peu abusé. Donc on va pouvoir contester devant une juridiction, mais ça va prendre des années pour faire reconnaître que la clause doit tomber. C'est la même chose pour des contrats d'assurance. Les gens me disent, je suis assuré, j'ai trouvé un assureur cyber, il m'a couvert, c'est très bien. Il vous a couvert à quelle hauteur? Quel est le plafond? Quelles sont les conditions? Parce que le jour où vous allez avoir un sinistre, quand je regarde votre questionnaire de souscription, je suis à peu près sûr que vous ne serez pas couvert. Et si vous êtes couvert, vous aurez peut-être 10% de votre préjudice réel. Et ça non plus, ils n'en ont pas conscience. Donc c'est vrai qu'on parle beaucoup de sécurité cyber, et pour toutes ces entreprises innovantes, ces petites structures innovantes, c'est leur enjeu, la sécurité cyber, parce qu'effectivement, si elles ne sont pas sécurisées, comment elles vont pouvoir sécuriser leurs clients? Par contre, l'aspect juridique, il est tout le temps oublié. Et on évoquait tout à l'heure l'aléa judiciaire, et pour le coup c'est exactement ça, l'insécurité juridique, c'est ne pas savoir où on va. Si on a un contrat qui n'est pas du tout encadré, qui n'anticipe aucune situation, on est dans une totale insécurité juridique, parce qu'on va se prendre des contentieux dans tous les sens, et on va les perdre, ces contentieux, ou si on les gagne, on les gagnera pas comme on veut les gagner. Donc ces éléments-là, ils sont véritablement importants pour ces entreprises-là. Et puis on a effectivement les clients qui sont, on va dire, semi-inconscients, donc qui sont un petit peu à cheval entre ces deux notions. En fait, ils savent bien que les données qu'ils utilisent, elles n'ont pas forcément été obtenues de manière licite. Mais là, pour le coup, ils se mettent des œillères, totalement. Et ce qui fait qu'en termes de gestion du risque et de contrôle du risque, là, on est plus que sur de l'aléa, puisqu'ils ne contrôlent même pas l'origine des données qu'ils utilisent. Merci bien. Oui, pardon. Je suis dans quel type de client, du coup? Alors, vous n'êtes pas mon client, Baptiste. Peut-être pas encore. Odile, est-ce que justement sur tous ces cas qu'a évoqué Pierre, est-ce que vous essayez de les sensibiliser, les partenaires avec qui vous discutez? Alors, oui, tout à fait. En fait, nous, à la Caisse des dépôts, on est responsable de traitement, pour le coup. Donc, quand on a une fuite de données, ça peut arriver. Donc, on fait une déclaration de la CNIL, fort heureusement. Donc en fait, nous l'enjeu, c'est de sensibiliser aussi les collaborateurs à la manipulation des données sensibles. Comment on fait pour envoyer effectivement des données, typiquement à un avocat, si on a besoin de le faire, sous quelles conditions, selon le niveau de sensibilité des données. Donc en fait, la sensibilisation, déjà, elle commence comme ça. C'est-à-dire qu'on classifie l'information, finalement, on dit, voilà, soit elle est publique, soit elle est secrète, et quand elle est secrète, vous ne pouvez pas l'envoyer comme ça, et vous devez appliquer des mesures, évidemment, de chiffrement, typiquement, ou alors vous envoyez par transfert de fichiers. Donc on a mis en place des mesures comme ça. Après, ça c'est bien, mais c'est aussi à la main du collaborateur. Donc on a un système, évidemment, comme beaucoup, de DLP, Data Leak Protection, pour prévenir aussi la fuite de données.
Donc on ne bloque pas le trafic, nous on a un système d'alerting, c'est-à-dire qu'on a du trafic légitime, et puis on ne va pas bloquer tous les trafics évidemment d'envoi de données secrètes, mais on le fait sous certaines conditions. Donc c'est comme ça qu'on travaille. Et si on peut évidemment on anonymise les données, là c'est encore mieux, mais ça c'est plutôt pour les flux applicatifs. Après, il y a le deuxième volet, c'est la sensibilisation des collaborateurs. Finalement, ce sont aussi des citoyens. Donc comme ce sont des citoyens, toutes les bonnes pratiques qu'on met en place en fait à l'intérieur de l'entreprise, à chaque fois qu'on fait des sessions de sensibilisation, et on en fait beaucoup, on rappelle aussi que ces bonnes pratiques, elles peuvent être utilisées dans le monde personnel. Il ne faut surtout pas se priver. Donc quand on est face à une fuite de données, la première chose à faire, c'est de changer tous ces mots de passe. De ne pas réutiliser le même mot de passe qui, avec un peu de chance, est le mot de passe Windows en plus, pour son adresse mail personnelle et puis l'accès à tous ses comptes. Voilà. Donc on essaie aussi d'avoir cette sensibilisation du citoyen, qui est le collaborateur Caisse des dépôts, mais finalement étendu. Et on sait qu'avec un peu de chance, il en parlera chez lui, à sa famille, et que peut-être on pourra avoir... voilà. On aimerait bien avoir des sessions de sensibilisation comme on a eu pour la sécurité routière. Qu'est-ce que c'est que la sécurité informatique vulgarisée, voilà, une heure de grande écoute. On n'en est pas encore là. On en a parlé plusieurs fois, mais on n'en est pas encore là. Ce serait super, mais c'est comme ça. À ce titre, je rappelle, peut-être que vous avez vu, pardon, je me permets, cybermalveillance.gouv.fr a lancé une plateforme, une sorte de module qui s'appelle Sans Cyber, que vous pouvez partager à vos conjoints, conjointes, grand-mères, tantes, qui c'est à peu près 1h50 d'apprentissage, un peu de manière, le code de la route. Il y a quand même une réflexion qui commence à se faire. Oui, enfin, moi je trouve ça super. Hein. À titre personnel, voilà, c'est quelque chose qu'on voudrait... Donc nous, c'est comme ça qu'on travaille en fait, à la fois sur la protection, la prévention de la fuite de données, et à la fois sur la sensibilisation des collaborateurs. Baptiste, je te sens assez percutant, je vais te laisser conclure. Toi, tu parlais un peu, pas d'une révolution, mais d'un nouveau cadre, d'une réflexion à se faire, on va dire, dans les plus hautes sphères. Mais est-ce que pour toi, c'est un combat un peu perdu d'avance, parce que de toute façon, tu citais plusieurs États et peut-être un jour la France. On est tous, de toute façon, confrontés à des pays qui feront ce qu'ils veulent, à des entreprises qui feront peut-être ce qu'elles veulent, et on n'aura jamais un cadre clair. Est-ce que le combat est perdu d'avance? J'ai envie de dire non, sinon on ne serait pas là. J'espère bien qu'il n'est pas perdu d'avance et que tout ce qu'on fait, il y a des avancées, on l'a vu, on a parlé de sensibilisation, on a parlé d'un cadre spécifique sur une finalité, sur une approche par finalité, notamment au niveau de la CNIL. On voit que le cadre légal, il commence, on se pose des questions déjà. Avant, on ne s'en posait pas. Donc déjà, on est en train de se poser des questions et on est en train d'avancer sur la réflexion. Est-ce que le combat est perdu? Je ne sais pas. Est-ce que le combat est ultra compliqué? Oui. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'on est dans un monde, c'est mondialisé. La cyber, il n'y a pas de frontières. Il y a zéro frontière. Et donc on est en train de se poser des questions françaises ou européennes sur des cadres légaux, des cadres réglementaires. Mais ce qui est sûr, c'est que le terrain de jeu, il est mondial et qu'on a tous des règles différentes. On a tous des règles différentes et en plus de ça, on a des acteurs hégémoniques qui sont assis sur énormément de données. Donc on joue avec pas beaucoup d'armes, avec des règles différentes et effectivement c'est compliqué. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de pouvoir de faire changer les choses, de faire évoluer les choses. Et on a parlé de l'importance de la sensibilisation. La sensibilisation c'est extrêmement important, mais c'est extrêmement long. Ça fait quasiment 10 ans que je fais des conférences et j'en fais beaucoup par an. On répète beaucoup la même chose et ça avance. On le voit. En 10 ans, moi je vois que ça avance. Mais c'est long. Et il faut qu'on le fasse à plusieurs et qu'on avance sur ces sujets-là. Alors, est-ce qu'on arrivera à encadrer cet espace complètement? Non. C'est une évidence. Aujourd'hui, on est sur, et si on essaye d'être très macro sur la situation politique, géopolitique, on a des États aujourd'hui qui vont et font une guerre de l'information, qui vont pour des données, pour des raisons très nationales parfois ou internationales. On peut prendre l'exemple que tout le monde prend sur la Chine, mais on peut prendre la Russie qui est en train de faire sécession sur son internet. Il y a littéralement un RUNET qui est
en train d'apparaître en termes d'infrastructure. Aujourd'hui, on va passer de l'Internet libre, free, avec des barbus qui discutent entre eux, à des Internets séparés, avec des infrastructures et des gateways qui vont être surveillés et filtrés. Donc on va sur un monde qui est de plus en plus segmenté, pour plein de raisons. Bonne, mauvaise, c'est une autre discussion. Et on est sur des groupes d'intérêts, sur des conflits nationaux, internationaux, qui sont extrêmement compliqués, avec des dynamiques différentes et qui sont très fluctuantes. Alors, est-ce qu'on arrivera à porter la voix européenne, parce qu'on n'est pas français, on est européen, sur ces sujets-là? Oui, et on a fait avancer les choses, le RGPD a fait avancer les choses. On parle de la donnée, ne serait-ce que aujourd'hui dans le quotidien, les gens se disent « Ah bah oui, c'est ma donnée, j'ai des droits sur ma donnée », le RGPD a permis ça, donc c'est très bien. Est-ce que cette notion... Et j'en parlais, j'étais interrogé notamment dans le cadre d'un groupe de travail sur l'IHEDN, sur cette notion de la cause nationale un petit peu, de dire la donnée, oui, elle peut aussi servir à autre chose et on en a besoin, et de mobiliser en disant, bah il y a des gens effectivement qui utilisent des fuites de données mais pour des bonnes raisons, et c'est ok. Peut-être qu'on arrivera à bouger les avis et les esprits là-dessus. Tout ça pour dire, c'est compliqué, on avance. Aujourd'hui, la situation, et je le dis en tant qu'entrepreneur, la situation pour les entrepreneurs de ce secteur-là est très compliquée. Si on ne veut pas prendre de risques, et on a parlé d'analyse de risque et de prendre des risques, si on ne veut pas prendre de risques, on ne peut pas travailler, littéralement. En France, si vous voulez faire de l'OSINT et utiliser les fuites de données, vous ne pouvez pas bosser. Ou vous prenez un risque. C'est compliqué, ça vous amène à faire des choses qu'on ne fait pas chez nous, mais des choses que vous ne voulez pas faire, et vous perdez du temps à autre chose. Alors que pendant ce temps-là, vous avez littéralement des écosystèmes entiers qui se montent, vous avez beaucoup d'argent, qui vont ailleurs et qui permettent d'alimenter une innovation que l'on n'a pas chez nous. Et c'est ça le plus grand mal en fait de cette situation actuelle, c'est que aujourd'hui l'innovation elle est pas chez nous sur ces sujets-là. On a l'IA qui arrive, on en entend parler tous les jours. L'IA et l'OSINT, il y a un vrai sujet. Mais on n'a pas le droit de toucher aux données. On n'a pas le droit d'avoir de fuite de données. On doit expliquer, on doit remplir tout un tas de papiers. Et quand on est 5 pelés et un tondu dans un garage, on n'a pas le temps de faire un PIA. Et on n'a peut-être pas la compétence non plus. Je dis pas que c'est pas bien, mais je dis qu'il y a des considérations très pratico-pratiques qui aujourd'hui freinent l'innovation en partie. Donc il faut trouver un espèce de juste milieu. Et on est tous des gens très intelligents, donc je suis sûr qu'on va y arriver. Je crois que tu voulais rajouter quelque chose en 2 minutes, comme ça je laisse un question-réponse. Gaston, pardon, un question-réponse avec l'audience. Il faudrait une demi-heure maintenant avec tout ce que Baptiste a rajouté. Merci Baptiste. Par où commencer? D'un point de vue géopolitique, tous les aspects Iran, firewall chinois, Runet et autres, je pense qu'il faut les dissocier. On voit bien dans le discours de Baptiste, il y a vraiment cette approche régalienne de protection de l'État. C'est à dissocier de l'usage et du besoin de l'entreprise. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, pour rebondir sur la question précédente de Bogdan et la remarque de Pierre, sur le transfert de responsabilité au niveau juridique et la prise de conscience de la réalité de ces solutions-là. Aujourd'hui, on voit bien au niveau de ces entreprises des propositions commerciales qui sont faites, la conscientisation de ces enjeux juridiques et la volonté de fait de transférer au niveau contractuel la responsabilité juridique côté client. La conscientisation de ces enjeux-là, elle arrive, elle se développe et du coup elle nécessite aussi de la part des clients qui en ont désormais de plus en plus conscience et qui ont la volonté d'être légalement dans la légalité, de faire avancer les choses et de nous permettre justement à tous d'avoir une approche qui soit constructive, d'échanger
rassurer sur la question de tout à l'heure, comme on fonctionne à la CNIL, on a aussi des systèmes de bac à sable pour pouvoir échanger avec des entreprises, pour pouvoir construire justement des solutions qui soient garantes de la protection des données. Mais il faut encore, par rapport à ce que dit Baptiste, je pense qu'il faut vraiment, et c'est important, dissocier les cas et les finalités et le contexte. Mais oui, bien évidemment, aujourd'hui le contexte n'est pas clair, mais la conscientisation du fait qu'il n'est pas clair et du besoin de ces technologies-là, de leurs évolutions et des dérives de certains acteurs potentiellement, fait que les questions se posent, que les régulateurs s'interrogent et que le chemin aujourd'hui avance petit à petit et est devant nous. Et Baptiste, n'hésitez pas à venir nous voir pour qu'on converse de tout ça ensemble. Merci Gaston, j'espère qu'on pourra en reparler, peut-être si le cadre évolue, qu'on en reparlera dans une autre réunion. Merci à vous tous, je vous laisse applaudir les intervenants. Et bravo à vous pour ces 3 jours de FIC. Est-ce qu'il y a des questions? Généralement la première. Oui, je vous tends le micro. Merci beaucoup pour vos interventions. Alors, vous avez évoqué, Madame, l'usurpation d'identité, donc en passant par France Connect. Donc, j'ai plusieurs questions. La première, c'est que l'État, forcément, nous met en place France Connect, donc qui interconnecte, qui permet en tout cas aux citoyens de se connecter par plein de biais, mais ce qui va être le cas des cybercriminels. Donc, que pensez-vous de ces des nouvelles façons de se connecter? Et 80% des personnes qui arrivent à la Banque de France, leurs usurpations d'identité vient bien sûr de dossiers de location pour se loger. En Ile-de-France, ça explose. Comment est-ce que l'État, puisque l'État met en place un dossier facile, propose de filigraner ces documents, mais a priori ce filigrane il peut sauter extrêmement facilement. Finalement, on parle de sensibilisation continuellement, mais on sait que ça va prendre beaucoup de temps. Est-ce que c'est pas plus simple que l'État impose à tous les citoyens de passer par des systèmes comme le dossier facile, alors j'ai pas encore regardé ce que c'est, pour aller beaucoup plus vite, puisqu'on sait que cette usurpation d'identité, elle passe par cela. Donc ça, c'était ma première question. Et la deuxième, elle serait peut-être à titre un peu plus personnel pour Baptiste. En tant que citoyen, comment faites-vous pour protéger votre carte d'identité? Quand vous devez louer un appartement ou faire finalement, on nous impose parfois de donner ça. Et juste à titre personnel, comment vous faites? Alors, je vais prendre pour la première question, du coup. Alors, effectivement, là, on a un système qui, bon, France Connect, qui effectivement montre certaines limites quand on a des fuites de données, finalement, dans un des services publics comme France Travail. Bon, heureusement, ça ne concerne pas tout le monde, mais ça concerne beaucoup de personnes. Là, on a la mise en place de France Connect Plus, avec un CAPTCHA, donc on renforce, en fait, il va y avoir un renforcement, en fait, de l'identification, donc ça va déjà être beaucoup mieux. Après, on a d'autres moyens de s'identifier, comme l'identité numérique La Poste, par exemple. Alors, c'est en comprise des dépôts, je fais une publicité. Ça évite pas non plus toutes les usurpations d'identité. Je vous rejoins, c'est un vrai problème. Alors après, est-ce que c'est à l'État de forcer finalement à avoir une méthode plus dure d'authentification? C'est un sujet politique dont il faudrait débattre plus longuement qu'en fin de table ronde. Mais vous avez raison, en fait, dans le fond, voilà, il faut encore durcir les méthodes d'authentification parce que les hackers ont malheureusement beaucoup d'imagination. Je vais répondre à la question sur la carte d'identité. Je n'ai pas de carte d'identité depuis trop longtemps. Après, plus largement, sur le côté vie privée et faire respecter sa vie privée, j'ai fait le choix contraint ou forcé au choix d'être public et donc de prendre souvent la parole, notamment dans les médias ou dans les conférences et sur les réseaux sociaux. Ça fait partie aujourd'hui de ma vie intégrante depuis quasiment une dizaine d'années.
Ça vient avec beaucoup d'avantages, se retrouver devant plein de gens très intéressants et d'avoir des discussions de haute volée sur des sujets passionnants. Ça vient avec beaucoup de désavantages également, notamment en termes de vie privée. C'est-à-dire que à partir du moment où vous prenez la parole pour défendre des idées, sensibiliser, avancer des choses, vous renoncez à une partie de votre vie privée. Pour vous donner des exemples, j'ai des gens qui sont venus chez moi. J'ai reçu des menaces de mort. La dernière fois que je suis allé à un concert, on m'a pris en photo, on l'a mis sur Twitter. Donc ça fait partie des sujets. Là, on est dans l'antre de la cyber française. Donc de fait, j'ai passé une bonne partie de ma journée à échanger avec plein de gens que je connais pas, mais c'est génial et c'est super intéressant. Mais prendre la parole sur ces sujets-là fait que vous renoncez à une partie de votre vie privée. Et de fait, je suis un très mauvais exemple sur la protection de ma propre vie privée. Ceci étant dit, si vous voulez protéger votre vie privée, le point il est d'être en permanence attentif sur l'utilisation des services que vous avez, attentif sur les données qu'on vous demande. Est-ce que le service qui demande la donnée a besoin de cette donnée-là? Est-ce que je peux mentir? Et je le dis souvent, n'hésitez pas à mentir. Ça paraît rigolo comme ça, mais on vous a appris à être honnête. Vous êtes des gens honnêtes parce que vous avez eu des bons parents qui vous ont dit il ne faut pas mentir. La vérité, c'est que sur Internet, vous avez le droit de mentir. Vous avez le droit de mentir sur certains sujets, mais certains sujets intéressants. Et il y a un exemple que je prends souvent, c'est vous allez à Maison du Monde et vous achetez la dernière tasse qui vous fait plaisir. La caissière ou le caissier va vous dire quel est votre code postal et vous allez répondre et vous allez dire la vérité. Mais vous n'avez pas besoin de dire la vérité. Elle n'a pas besoin de votre code postal pour vous vendre cette fameuse tasse. Mais c'est que dans son process et de manière sociale, c'est une situation où vous n'allez pas mentir. Parce que vous avez l'impression, avant qu'elle vous donne l'objet, qu'il vous faut répondre à cette question et qu'il vous faut répondre justement à cette question. Et donc, protéger sa vie privée, c'est prendre du recul un peu sur ces choses-là et de quitter l'immédiateté de vos actions de tous les jours. Que ce soit sur vos téléphones, sur vos tablettes, vos ordinateurs, mais aussi dans la vie réelle, dans les interactions. Globalement, c'est ça. Aujourd'hui, moi, j'ai pas ce luxe-là. J'ai d'autres luxes, mais j'ai pas ce luxe-là. Donc ça, c'est le jeu. Alors, ma question portait sur la carte d'identité de l'objet en lui-même. Oui. Puisque l'État nous propose de la filigranée, mais le filigrane, on l'a très facilement. Quand vous devez, Baptiste, donner pour une location, il y a des choses où on est obligé de fournir une copie de sa carte d'identité. Comment vous faites pour la protéger? Vous avez des moyens en fait sur la transmission des documents d'identité et vous l'avez assez bien dit. J'ai beaucoup travaillé sur le sujet, notamment dans le contexte indien en Inde. Ce qui va tuer le système, ça va être le fait que vous avez un nouveau boulot, vous prenez une location, vous allez faire une copie, vous arrivez à l'hôtel ici, n'importe où, on va faire une copie de votre carte d'identité et vous n'avez aucune idée de combien de temps il la garde, qu'est-ce qu'ils vont en faire, comment ils la protègent. C'est souvent sur l'iPad du standardiste, iPad qui lui-même traîne sur le standard pendant très longtemps sans protection. Aujourd'hui, comment on fait? J'ai pas de vraie solution. Vous pouvez donner des faux papiers, mais je pense que le monsieur à côté de moi va me dire que c'est pas foufou. Mais vous pouvez sur certains aspects, il y a des manières de faire, de passer par quand vous pouvez passer par une société au lieu de passer par votre nom propre, par exemple, ça peut aider. Il n'y a pas de réponse immédiate. Mais aujourd'hui, oui, il y a des endroits où vous êtes obligé de montrer vos papiers et que vous soyez un avocat de la vie privée ou vous en avez rien à faire. Dans tous les cas, il faut montrer votre carte. Donc ça fait partie des sujets. Si vous avez des questions, je vous invite plutôt à venir ici. Non, plus tard, on va la terminer parce que c'est déjà 16h30 et je pense que certains ont des trains. Merci à vous tous, merci et puis à l'année prochaine, j'espère. Au revoir.